Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Quand j'ai décidé de mener une vie plus frugale, ma plus grande difficulté, ça a été de me confronter au regard des autres. Et mes difficultés à m'y confronter, elles m'ont pendant très longtemps freiné, tout simplement parce qu'au-delà des difficultés que je pouvais rencontrer à vouloir adopter un nouveau mode de vie, je me suis vite rendu compte que ce changement, il m'exposait au jugement de mon entourage. Et mon entourage personnel comme professionnel. C'est très clairement ce regard que je sentais en permanence peser sur moi qui m'a empêché de pleinement vivre le mode de vie que je souhaitais pendant des années. Ou qui m'a empêché, ou qui m'a amené aussi à le cacher, un peu comme un secret honteux, alors qu'en fait, il s'agissait que de mener une vie plus simple. Dans cet épisode, je vais vous expliquer la manière dont je me suis progressivement affranchi du regard des autres. Alors je ne dis pas que je suis aujourd'hui totalement parvenu à m'en affranchir, mais j'ai au moins réussi à assumer pleinement mon mode de vie sans avoir peur de la condamnation d'autrui. En fait, qu'est-ce qui gênait les autres exactement dans mon changement de mode de vie? Naïvement, quand j'ai commencé à vouloir repenser ma manière de vivre et puis surtout ma manière de consommer, j'ai vraiment cru que ce nouveau mode de vie ne regardait que moi. Sauf qu'en fait, je me trompais. En tant que membre d'un groupe social, mon changement de mode de vie, il remettait également en cause le mode de vie de tout mon entourage. En fait, quand on choisit notre cercle, hein, c'est-à-dire les gens qu'on côtoie le plus, on a consciemment ou pas consciemment d'ailleurs tendance à s'entourer uniquement de personnes qui nous ressemblent. C'est-à-dire des personnes qui ont le même niveau socioculturel, qui ont le même niveau de vie, ou qui ont les mêmes idées et les mêmes comportements. Et dans l'environnement familial, c'est exactement la même chose. Tout groupe dans lequel auquel on appartient, va exercer sur nous, comme nous on va exercer sur lui, une forme de pression à la conformité. Et c'est cette pression mutuelle qui assure la cohésion de l'ensemble. En gros, on est un groupe parce qu'on partage les mêmes idées et les mêmes valeurs. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? Simplement parce que la socialisation, c'est-à-dire notre capacité à nous agréger en groupe, est un des facteurs d'adaptation de notre espèce qui nous a permis d'assurer notre survie et surtout notre développement. Le groupe, en fait, c'est ce qui nous valide dans ce qu'on est et qui nous donne quelque chose d'inestimable à nos yeux, un sentiment d'appartenance. J'existe parce que je fais partie de ce groupe avec lequel je partage des valeurs, des représentations et puis un mode de vie. C'est d'ailleurs un phénomène qui est super connu en psychologie, c'est un phénomène qu'on appelle un biais cognitif, et il s'agit du biais de confirmation. Alors qu'est-ce que c'est que ce biais de confirmation? C'est une tendance instinctive de l'être humain qui le pousse en permanence à rechercher toutes les informations qui le confirment dans sa manière de penser, et puis à négliger complètement toutes les autres, voire même à les rejeter. C'est ce qui fait par exemple que vous avez des amis qui pensent la même chose que vous et que même au sein de votre famille, les personnes que vous fréquentez le plus sont celles qui partagent le plus vos valeurs. On connaît tous l'expression qui consiste à dire qu'on ne choisit pas sa famille, mais que par exemple on choisit ses amis, et puis que même au sein de sa famille, finalement on choisit qui on fréquente. Et bien c'est exactement ça. On a toujours tendance à se rapprocher des personnes qui nous ressemblent le plus et qui vont nous valider dans ce que nous pensons. Et c'est d'ailleurs ce qui fait aussi, hein, si on reparle, rien que si on reparle de la famille, que par exemple pendant les repas de famille, on nous explique qu'il faut aborder aucun sujet clivant, juste pour préserver la cohésion du groupe. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas parler ni de politique, ni de religion, etc. Et dans le milieu professionnel, comment est-ce que ça se passe? Et bien dans le milieu professionnel,
C'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a une différence, c'est que la cohésion du groupe, elle est assurée par l'entreprise et les valeurs qu'elle véhicule. C'est d'ailleurs comme dans une famille, pour cette raison que les opinions personnelles, elles ne peuvent pas s'inviter au sein de l'entreprise. On ne parle pas de certains sujets très personnels au sein de l'entreprise, tout simplement parce qu'il faut maintenir cette cohésion. Et donc que beaucoup de salariés euh, ne se reconnaissent pas nécessairement dans les valeurs de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place pour ces valeurs qui sont, elles, très intimes et qu'on aurait envie de partager avec les autres. Quand on est entrepreneur, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on est seul et qu'on a besoin de travailler. Alors dans ces cas-là, c'est difficile, par exemple, de refuser tel ou tel client au prétexte que ce client ne correspond pas nécessairement à nos valeurs. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on retrouve chez les entrepreneurs cette aspiration de fond à ne vouloir que des clients qui nous ressemblent vraiment. C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs se réunir, par exemple, en communauté d'entrepreneurs, typiquement dans des espaces de coworking ou dans des communautés gratuites ou payantes, tout simplement parce qu'on a tous besoin à un moment d'appartenir à un groupe. C'est aussi pour ça que beaucoup de coachs pour entrepreneurs surfent sur la promesse, par exemple, grâce à moi, grâce à ce que je te propose, euh, tu vas enfin attirer des clients qui te ressemblent. C'est une promesse marketing qui fonctionne très bien sur cette typologie de personnes qui travaillent toutes seules en fait et qui donc est en souffrance parce que seule. Donc que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère professionnelle, il y a une chose qu'on déteste absolument, c'est se retrouver en dissonance cognitive, c'est-à-dire confronté malgré nous à des idées ou des représentations qu'on ne partage pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai décidé de modifier mon mode de vie? Eh bien très clairement, la réaction du groupe auquel j'appartiens a été fulgurante, enfin plutôt auquel j'appartenais, parce qu'on va y venir, j'ai vraiment changé de groupe depuis. Alors, très rapidement, j'ai été complètement ostracisé. En gros, si je voulais continuer à faire partie du groupe, il allait falloir que je revienne à la raison, c'est-à-dire aux idées et aux représentations du reste du groupe. Je vais prendre un exemple symptomatique parce que je pourrais en lister des tas et que je ne vais pas vous raconter non plus toute ma vie aujourd'hui juste dans cet épisode. Mais cet exemple, il est particulièrement marquant parce que c'est celui de ma consommation de viande. Un des premiers changements dans ma vie, ça a été de réduire vraiment drastiquement ma consommation de viande. Et j'avais même un objectif, c'était d'arrêter complètement d'en consommer. Comme je vous l'ai déjà dit au fil des épisodes de ce podcast, je ne suis pas encore parvenu à atteindre cet objectif. Il y a des périodes où je l'ai vécu, où j'ai vraiment complètement arrêté la viande, d'autres, comme en ce moment, où ça m'arrive d'en manger un peu. Et puis je dirais que si je regarde aujourd'hui, en gros c'est 90 à 95% de mon alimentation où il n'y a pas de viande, vous voyez. Mais bref, c'est vrai, ça reste vraiment un objectif pour moi qui est important, qui n'est pas si simple à mettre en œuvre, mais en tout cas vers lequel je tends. Et clairement, ma plus grande difficulté à atteindre mon objectif, ça a été de me retrouver confronté au groupe auquel j'appartiens. Pourquoi? Parce que la réaction du groupe, elle a été très très violente et incompréhensible pour moi à l'époque. Parce que tout simplement, j'avais pas du tout en fait conscience de ces mécaniques de groupe euh, autour de justement toute cette volonté de validation personnelle, d'appartenance, de la nécessité de partager exactement les mêmes représentations, etc. En fait, je me suis retrouvé confronté à trois réactions. La première, ça a été le discrédit. Alors plutôt que de respecter mes choix, et que je cherchais d'ailleurs à imposer par personne, et du jour au lendemain, je suis devenu l'objet de moqueries de mon entourage. Je vous en ai raconté certaines, qui ont vraiment été des moqueries très violentes, comme cette soirée d'anniversaire à laquelle j'ai été invité et où je me suis retrouvé, alors que j'avais expliqué que je mangeais pas nécessairement de viande, je me suis retrouvé avec un bol de graines dans les mains et puis un sachet de quinoa à réchauffer au micro-ondes en 3 minutes, euh, ce qui a été extrêmement violent. Euh, bref, très clairement, le discrédit, ça a été vraiment une des réactions, une des premières réactions et une des réactions les plus dures à accepter. D'un seul coup, je me retrouvais confronté à un entourage qui riait de moi. Deuxièmement, la deuxième réaction, ça a été le déni. Par exemple, il y a quelques années de ça, je me suis retrouvé invité à passer le week-end chez des amis
qui savaient pertinemment que je mangeais pas de viande, etc., et que c'était pas du tout, que c'était quelque chose d'important pour moi. Donc je l'avais expliqué, etc. Et puis, pendant 2 jours, tu te retrouves uniquement, mais pratiquement du petit déjeuner jusqu'au dîner le soir, avec seulement de la viande à manger. C'est vous voyez, le jour où tout le monde décide de faire un barbecue, par exemple, ce genre de choses. Et ça aussi, c'est une autre forme de violence symbolique qui a été vraiment très très forte et très très dure à accepter. Surtout que, qu'à la base, tu expliques aussi ta démarche et qu'en soi, tu respectes celle des autres. Tu demandes simplement à pouvoir manger quelque chose qui te fait envie et qui correspond à toi, tes attentes. Et puis troisièmement, ça a été l'exclusion. En fait, d'un seul coup, on t'invite plus. On ne te propose plus d'aller prendre un verre, on ne te propose plus d'aller prendre un apéro. Et puis, on répond plus à tes invitations également lorsque tu en fais. En fait, tu fais plus partie du groupe tant que t'es pas revenu dans le rang, tant que, en fait, t'as pas changé de comportement. Parce que simplement le fait d'avoir changé un élément dans ton comportement, en fait, invalide aux yeux des autres complètement ton appartenance au groupe. Ici, je vous ai donné que l'exemple de ma consommation de viande, mais j'aurais pu vous en donner d'autres, comme par exemple le fait de ne pas avoir de voiture, ce genre de choses. Alors oui, mon souhait d'avoir un projet entrepreneurial qui vise pas simplement la croissance ou le profit, ça aussi, ça a été un élément qui a aussi cristallisé à un moment des comportements clivants, tout simplement parce que des personnes aussi dans mon entourage entrepreneurial comprenaient pas nécessairement cette vision des choses. Bref, quelle que soit la manière dont vous pensez hors du groupe, et comme finalement on fait partie pas d'un seul groupe, mais de différents groupes en fonction de là où on se situe, sphère professionnelle, sphère personnelle, on a différents groupes d'amis en fonction de différents centres d'intérêt, quoi qu'il en soit, la mécanique, elle reste exactement la même, et c'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience au fil des années. Bref, comment faire pour dépasser le regard des autres? Pour commencer, j'ai vite réalisé qu'on ne pouvait pas vivre sans appartenir à un groupe social. En fait, ça, c'est tout simplement impossible. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est qu'il faut s'enlever de l'idée, le fait que finalement, on va pouvoir gérer ça sans les autres. Ça, c'est quelque chose, je l'ai cru à un moment, j'ai vraiment pensé qu'à un moment, je pouvais finalement m'isoler un petit peu, vous voyez, comme Robinson sur son île. C'est une erreur absolue. Penser vivre sans le groupe et en accord avec ses idées, c'est une pure utopie. Ce qui m'a en fait le plus aidé pendant toutes ces années, ça a été en fait de me dire que j'allais passer de groupes qui m'ostracisaient à des groupes qui potentiellement pouvaient m'accepter. Donc ça a été de rejoindre des communautés de personnes qui partageaient les mêmes valeurs et représentations que moi. Alors ça a été assez difficile parce que au départ, forcément, je me disais, mais où trouver ces communautés de personnes? Il n'y en avait pas forcément dans mon entourage, je ne savais pas forcément comment faire. Et là, très clairement, même si comme vous le savez, j'ai pas une vision forcément très positive des réseaux sociaux. J'ai vite réalisé, par exemple, que sur Facebook, il y avait plein de groupes qui partageaient des représentations dans lesquelles je pouvais me retrouver. J'ai aussi découvert que sur Internet, il y avait des forums, il y avait des sites, etc., sur lesquels je voyais des gens qui, quelque part, fonctionnaient comme moi. Je crois que c'est vraiment quelque chose, même si on peut critiquer à un moment Internet pour X ou Y raison, c'est quand même une des choses qui est euh, très intéressante sur Internet et a fortiori sur les réseaux sociaux, c'est le fait qu'on a la possibilité de rencontrer des gens qui, eux aussi, vivent la même chose que nous. Et des gens, même si on les a pas dans notre entourage proche géographique, même s'ils sont à l'autre bout du monde, on a l'impression quand même de faire partie de la même communauté. Même si j'utilise de moins en moins, par exemple, Facebook à titre personnel, je reste très actif sur certains groupes dans lesquels j'ai vraiment rencontré des personnes donc, qui sont particulièrement bienveillantes et qui m'ont donné, qui m'ont, d'une certaine manière, validé dans le fait que j'étais pas le seul à penser la même chose. Et donc, c'est des personnes aussi qui m'ont aidé à progresser. Par exemple, j'ai rejoint à l'époque des groupes sur la cosmétique naturelle. Et c'est en grande partie ces groupes qui m'ont amené à un moment à créer ma savonnerie, parce que à un moment,
je me suis dit que ben, c'était possible en fait, que j'avais le droit de changer de vie professionnelle et d'avoir une activité qui correspondait à mes valeurs. Sans ces groupes-là, j'aurais jamais fait cette démarche. J'ai aussi rejoint des groupes sur l'alimentation végétale, sur des techniques de fermentation, par exemple des aliments, sur la récup, bref, sur plein d'autres thématiques, mais toujours liées à finalement le mode de vie auquel j'aspire et auquel j'aspirais. Bref, ce qui m'a permis à un moment de ne pas me sentir complètement isolé, ça a été de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui pouvaient vivre ou qui vivaient exactement la même chose que moi. Ensuite, et ça c'est la deuxième chose que j'ai mise en place, c'est que j'ai décidé de prendre la parole et d'arrêter d'avoir honte de mes choix de vie. Et c'est pour cette raison, par exemple, que j'ai créé ce podcast il y a 1 mois et demi. Alors, je ne suis pas encore un grand professionnel du podcast, je ne suis pas super au point. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais des fois tes épisodes, ils sont un peu mal bigornés, etc. Mais c'est pas grave. L'essentiel à un moment, ça a été de me dire, je vais prendre la parole pour de vrai, devant mon micro et expliquer ce que je vis et ce que je ressens. Et puis c'est aussi pour ça qu'il y a 2 ans, j'ai créé mon blog, parce que mon blog, il date depuis bien plus longtemps. C'était un blog à la base qui était dédié à la cosmétique naturelle, puis que j'ai fait progressivement évoluer. Mais très clairement, aujourd'hui, mon blog et mon podcast, c'est ma manière de prendre la parole. En fait, écrire et parler ouvertement de mes choix de vie, ça a été ma meilleure thérapie. C'est vraiment ce qui m'a aidé à me sortir d'un sentiment terrible, c'est celui d'être à contre-courant de tout son entourage. Ce qui m'a vraiment fait du bien, ça a été de voir que beaucoup de personnes, bah, petit à petit, considéraient mes médias, parce que c'est des médias, hein, un blog, un podcast, des tout petits médias, c'est quand même des médias, bah, que des personnes arrivaient à le considérer comme une référence sur leur propre chemin. Qu'ils pouvaient se dire, tiens, cette ressource-là, elle est aussi importante pour moi. Loin de moi l'idée, en tout cas, de devenir un gourou, hein, quand je vous dis ça. J'ai déjà bien trop à faire avec moi-même. Mais l'air de rien, aujourd'hui, c'est par exemple 400 à 600 personnes qui viennent tous les jours consulter mon blog, qui me déposent des commentaires, des messages, qui me posent des questions, ou qui me font juste des retours positifs. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment une étape importante. Prendre la parole, même si je ne peux pas le faire face à tous les gens qui m'entourent, bah, au moins de le faire dans un espace qui est un espace digital, mais où je peux le faire finalement de manière publique, bah, là aussi, ça a été quelque chose d'important pour moi. Et puis enfin, et ça a été certainement le plus difficile, j'ai décidé de m'affirmer et de plus accepter les 3 comportements cités plus haut, quitte à me séparer définitivement de personnes qui m'étaient chères. En fait, j'accepte plus ni le discrédit, en fait, j'accepte plus qu'on se foute de moi, ni le déni, j'accepte pas qu'à un moment, quand je dise quelque chose, on fasse comme si ça n'existait pas. Et puis, ni l'exclusion. Quand je sens qu'on m'exclut, eh ben, je demande pourquoi à un moment on m'a exclu, quitte ensuite à accepter, hein, mais au moins je demande des comptes. J'accepte que le dialogue, que j'essaie d'ouvrir quand je ressens en face de moi une de ces 3 réactions. Et je pense que le dialogue, c'est vraiment quelque chose d'important. En fait, le dialogue, attention, hein, je ne demande absolument pas à ce qu'on valide ce que je suis. À ce moment-là, je ne demande pas non plus à persuader l'autre, juste à discuter, à essayer de comprendre. Si le dialogue est possible et que la personne en face de moi arrive à comprendre que je cherche à rien imposer, et puis qu'en échange, je demande simplement à être respecté, à accepter dans mes choix, ben tant mieux. Et puis sinon, bah, je préfère tout simplement mettre fin à la relation. Amicale, mais aussi dans la sphère familiale. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont à un moment mis le holà, en fait, clairement, avec une grosse partie de ma sphère familiale, tout simplement parce que je ne supportais plus, en fait, le fait d'être considéré comme un espèce d'extraterrestre parce que j'avais eu à un moment des choix de vie différents. Il y a un moment, c'était pas quelque chose de vivable, et donc bah, ça a été une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais en même temps une des décisions que je regrette le moins. Ça a été de couper les ponts. Mais peu importe, il faut à un moment, le fait de mettre fin à des relations, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Alors bien entendu, hein, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. J'ai mis près de 10 ans à en arriver là, et encore aujourd'hui, comme je dis, hein, rien n'est simple, rien n'est évident. Euh,
tout et tous les jours un combat personnel pour même m'affirmer mes propres idées vis-à-vis de moi-même, en fait. Même pour m'affirmer à mes propres yeux, mes propres choix de vie. Mais c'est un parcours que je ne regrette pas parce que c'est un parcours qui est passionnant. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai une satisfaction, c'est celle de mener exactement la vie que j'ai choisie. Et ça, qu'elle plaise ou non au groupe auquel j'appartiens. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner ou pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez également le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.